Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à cette nouvelle soirée du prix de l'innovation des assises de la sécurité. Alors je vais inviter la première des startups. Donc nos 4 startups sont ici. 3D Trust, Bid, CryptoSense, Kix. Voilà, tout le monde a priori est arrivé. Je pense que nous pouvons démarrer. Alors, pour l'instant, nos 4 startups vont répondre aux 5 mêmes questions. Donc, vous allez avoir 10 minutes de présentation par startup. Cela va vous permettre, alors écoutez bien, parce que cela va vous permettre de vous faire votre opinion, de forger votre opinion. Vous aurez à voter ensuite. À l'issue de chacune de ces présentations, le jury pourra leur poser quelques questions subsidiaires. Et lorsque les 4 startups seront passées, vous allez pouvoir voter. Et le jury décidera en son âme et conscience et votera dans quelques jours. Donc on aura la mention du public sera connue dès ce soir et en revanche le résultat du vote du jury sera connu ultérieurement. Et Jérôme Billois que l'on accueille, voilà le dernier membre du jury à nous rejoindre sur scène. Très bien, donc je pense que tous les éléments sont en place, on attend simplement 3D Trust pour venir nous parler de leur start-up. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la présentation, je vais aborder ces différents points dans l'ordre ou pas. Alors, je suis très heureux d'être là aujourd'hui et je vais vous emmener dans le monde de l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, c'est une technologie assez nouvelle, on en entend beaucoup parler, c'est très à la mode. Et il y a beaucoup de choses à faire. Alors, jusqu'à présent, vous le savez, les biens étaient envoyés principalement sous forme physique à travers le monde. Quand on avait besoin d'envoyer une pièce à l'autre bout du monde, elle prenait un bateau, elle prenait un train, elle prenait un avion, et on l'envoyait sous forme physique. Mais demain, grâce à l'arrivée de l'impression 3D, on aura une mini-usine qui sera capable de fabriquer la pièce n'importe où dans le monde, au plus près de l'utilisateur final, ce qui va quand même apporter énormément de nouveautés et d'avantages. Alors, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients. 2 gros challenges. Le premier concerne la propriété intellectuelle. Parce qu'une fois qu'on envoie un fichier d'impression par email à un tiers qui est à l'autre bout du monde, une fois que le mail est parti, comment est-ce qu'on garde le contrôle sur ce fichier? Une fois qu'il est parti de chez nous, on n'a aucune idée de la façon dont il sera utilisé, combien de fois il sera utilisé, on ne sait pas si la personne va le modifier, le mettre sur Internet. C'est quand même toute notre propriété intellectuelle qui est dans ce fichier. D'ailleurs, il est attendu que d'ici à 2018, la perte de propriété intellectuelle liée à l'impression 3D pour les grandes entreprises se chiffre à plus de 100 milliards par an. Et ça, c'est un chiffre de Gartner. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, le deuxième challenge qu'on a identifié, ça concerne la qualité et la traçabilité des pièces imprimées. Parce qu'une fois que notre tiers qui est à l'autre bout du monde fabrique la pièce, émet la pièce qui est une pièce Renault, qui est une pièce Peugeot, qui est une pièce Boeing, demain, comment est-ce qu'on s'assure que la qualité et la traçabilité soient au standard de la société qui l'a designé? Donc ça, c'est le deuxième gros challenge. Alors pour ça, 3D Trust, on a développé une solution qui permet de remédier à ces challenges. Donc notre solution est organisée autour de 4 points. Le premier point, c'est la sécurité. Donc la sécurité, on commence par authentifier chaque utilisateur quand ils vont sur la plateforme de celui qui détient la propriété intellectuelle des fichiers, l'OEM, celui qu'on appelle l'IP owner. Donc une fois qu'il va sur cette plateforme, il est authentifié, on sait qui il est, on sait à quel type de fichier il a le droit d'avoir accès dans la base de données. Ensuite, une fois qu'il place sa commande, on sait quelle est la machine qu'il utilise à destination. On encrypte les données directement sur le serveur de l'IP owner, de l'OEM, et on les envoie d'une façon sécurisée directement vers l'imprimante 3D distante. Donc en faisant ça, ça permet de s'assurer que personne ne puisse voir, stocker ou réutiliser les données d'impression. Donc comme on envoie directement les données dans l'imprimante, ça mène vers notre second point qui est la traçabilité. La traçabilité, c'est très important, c'est le flux retour. Donc on a le flux aller sécurisé, et le flux retour, c'est toute la traçabilité. Donc là, c'est toutes les informations qui proviennent de l'imprimante qu'on va extraire, les logs, les capteurs. Les capteurs, ça peut aller des capteurs d'oxygène, les capteurs de température, même des rayons X pour des pièces métalliques beaucoup plus complexes. Et toutes ces informations, on va les traiter à travers nos algorithmes, et on va être capable d'en extraire des informations. Alors on a une plateforme derrière qui est à la fois quantitative et qualitative. Au niveau quantitatif, c'est un petit peu comme Google Analytics que vous devez sûrement tous connaître. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a une vision globale. Déjà, pour un gros industriel comme Airbus, par exemple, il sait exactement dans quel pays les pièces ont été imprimées. Ensuite, dans chaque pays, dans quelle ville, dans quel print shop, et dans chaque print shop, quel type de pièce. Alors ça permet un retour d'informations sur le marché qui est très important, parce qu'imaginez demain, vous mettez vos fichiers simplement téléchargeables sur une plateforme, vous savez combien de fois un fichier a été téléchargé, mais rien de plus. Ici, vous serez capable de savoir que pour une pièce donnée, elle a été imprimée 10 fois plus
aux États-Unis qu'en Corée. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi? C'est la même pièce, elle va sur le même avion, par exemple. Pourquoi? Vous mettez les équipes marketing et ingénierie dessus, et grâce à notre système, vous êtes capable d'avoir ces informations. Donc c'est vraiment toute cette connaissance du marché que vous gardez. Alors après, ce sera au niveau qualitatif. Qualitatif, ça c'est clé pour certaines industries qui ont un vrai besoin de traçabilité, comme l'aéronautique. C'est comment on s'assure que la pièce qui a été fabriquée en mon nom respecte mes critères de qualité. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va figer une fois pour toutes un process d'impression, un process modèle chez l'OEM, et on sera capable de le dupliquer sur n'importe quelle machine dans le monde. Et ensuite, une fois qu'il a été dupliqué, avec toutes les informations qu'on remonte, on est capable de savoir s'il y a une déviation ou pas par rapport au process modèle. Et toutes ces informations donc, vont vous permettre de faire un certificat d'origine pour chaque pièce imprimée. Alors le point suivant, le troisième point, c'est la modélisation. Évidemment, on sait par qui, quand et combien de fois chaque pièce a été imprimée. Donc l'OEM peut facturer chaque impression à ses clients. Et le quatrième point, qui est un point assez majeur, c'est tout ce qui est standardisation et industrie 4.0. Donc l'industrie 4.0, on en entend beaucoup parler, et là, on est vraiment concret dedans. Donc la standardisation, c'est assez simple. L'impression 3D, on entend beaucoup parler aussi. C'est très jeune. Il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des machines, mais elles ont toutes leur façon de travailler, elles ont tout leur software, elles ont tout leur langage. Donc ça signifie que l'utilisateur final qui est sur sa machine, il faut qu'il soit expert en impression 3D. Et on considère que tout ça, ça doit changer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte toutes les étapes intermédiaires qui sont entre la commande du fichier et sa livraison dans l'imprimante 3D pour s'assurer que l'utilisateur final, lui, il est juste à mettre la matière, il lance l'impression et il n'a plus besoin d'être un expert. Donc là, ça tourne vraiment vers l'industrie 4.0. C'est ce qu'on appelle le distributive manufacturing, c'est qu'on est capable, en tant qu'entreprise, de switcher et d'envoyer notre production vers n'importe quel point de la Terre, en étant sûr que la qualité et la protection de l'IP seront garanties. Donc, ce qui est vraiment clé. Alors, si on prend un exemple très concret, imaginons Air France. Air France, demain, ils ont un avion qui est au sol à Tokyo parce qu'une pièce s'est cassée. La pièce, elle n'est pas disponible. Mais il y a une imprimante 3D qui convient bien à l'aéroport de Tokyo. Or ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur la plateforme d'Airbus, ils vont s'authentifier, on saura qui ils sont, quel type de pièces ils ont le droit d'avoir accès dans le catalogue Airbus, on processe les données, on les encrypte, on les envoie vers l'imprimante, l'impression se déroule, on extrait toutes les informations, et Airbus peut mettre un certificat d'origine pour la pièce imprimée, et Air France remettre l'avion en service. Donc ce qui est vraiment clé. Alors ça nous amène vers nos marchés. Les marchés qu'on vise sont très divers. Mais en priorité, on va se diriger vers ceux pour lesquels l'impression 3D a déjà un potentiel énorme au niveau industriel et production série. Donc l'aéronautique, le militaire, le maritime, aussi tout ce qui est oil and gas. Donc c'est vraiment des secteurs de pointe avec des forts besoins. Et donc notre solution s'adresse particulièrement à eux dans un premier temps. Et ensuite, à l'opposé, des industries totalement différentes. Par exemple, l'électroménager. L'électroménager, donc ça c'est ce qu'on appelle le B2B2C, parce que ce sera à la fin le consommateur final, le grand public, qui bénéficiera de cette pièce imprimée en 3D. Alors, vous avez sûrement remarqué que je vous ai beaucoup parlé d'Airbus. Alors, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est actuellement accéléré au BizLab d'Airbus, donc c'est l'accélérateur de start-up à Toulouse. Et on travaille avec les experts d'Airbus actuellement pour adapter notre solution aux besoins de l'aéronautique. Alors, concernant l'époque, on est en train de développer 2 projets pour eux, 2 projets pour 2 départements différents. Le premier, c'est avec ce qu'ils appellent l'ALM Platform, c'est la plateforme transverse qui gère toute l'impression 3D chez Airbus. Alors là, ce sera à 2 niveaux. Premier niveau, ce sera la production en interne entre les différents sites Airbus, parce que pour le moment, il n'y a rien qui est fait pour l'impression 3D de particulier. Chacun stocke les fichiers en local sur son ordinateur. Il n'y a aucune traçabilité, aucun reporting qui est fait. Alors que là, on va mettre en place une gestion de base de données efficace avec des authentifications des utilisateurs. On saura exactement ce qu'ils font, avec quel type de fichier. On sera capable de mettre des droits d'accès et tout gérer en interne. La deuxième étape, ce sera d'aller en externe et d'être capable de gérer tous les process entre Airbus et ses clients, Air France Industrie, Lufthansa Technik et tous les centres de MRO qui seront amenés à réparer des pièces. Après, on a un deuxième processus qu'on est en train de mettre en place comme POC, c'est avec le département tooling. Donc là, le tooling, c'est tout ce qui est outillage. C'est un grand potentiel pour l'impression 3D. Ils ont imprimé récemment, là, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, le premier outil dans la Station spatiale internationale, ce qui est quand même assez impressionnant. Et là, c'est être capable de dire, j'ai mon avion qui est en panne quelque part, c'est une panne qui est assez particulière, l'outil n'existe pas forcément ou n'est pas disponible à proximité. Et là, soit on le design rapidement, on est capable de l'envoyer, ou on prend le design existant et on le stream et on l'utilise et on le fabrique sur place. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui se passe. Et le but, c'est d'arriver avec Airbus, avec ce partenariat, à amener un process qui permet la certification des pièces imprimées. Alors je vais peut-être pas aller trop dans les détails, mais ça je serais heureux de pouvoir vous en parler plus tard. Donc la certification des pièces imprimées, c'est vraiment clé. Alors ensuite, concernant nos concurrents, parce que c'est la question
doit aborder. Alors les concurrents, on en a évidemment. Sinon, s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Alors les deux types de concurrents. Alors on a les concurrents indirects qui sont les Dassault Systèmes, tous les grands éditeurs de logiciels qui permettent de la modélisation de fichiers CAD, de fichiers 3D. Alors eux, c'est assez simple. Ils permettent de faire des superbes réalisations, éventuellement de les protéger par mot de passe, de les envoyer à des collègues ou à un groupe de travail. Mais c'est le fichier CAD, c'est le fichier design. Nous, on se différencie parce que vraiment, on protège le fichier qui est directement imprimable. Et on a vraiment une vision, on est capable de l'envoyer vers n'importe quelle machine dans le monde et contrôler le process d'impression. Donc c'est concurrent, mais plutôt partenaire à moyen terme, je pense. Alors ensuite, les concurrents plus directs, il y en a, principalement situés aux États-Unis, mais ils visent des marchés assez différents. Ils visent principalement du B2C. Donc quand vous voudrez imprimer chez vous votre porte de placard Ikea, quand vous voudrez imprimer votre roue d'aspirateur, voilà. Nous, on a une orientation qui est purement B2B et purement vers ces marchés. Donc c'est clairement différent. Alors donc là, vous comprenez... Plus qu'une minute. D'accord. Donc vous comprenez clairement qu'on a une vision qui est très portée vers tout ce qui est industrie 4.0, digitalisation de la supply chain. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de partenariats avec les fabricants d'imprimantes, partenariats avec toutes les grandes entreprises qui utilisent l'impression 3D. Donc n'hésitez pas après à venir nous faire des retours, nous dire comment ça se passe dans vos entreprises, comment vous utilisez l'impression 3D, quels sont les challenges que vous rencontrez, les challenges au niveau de la propriété intellectuelle, la protection des fichiers. C'est très intéressant. Et voilà, donc et évidemment, pour conclure, merci à l'organisation pour avoir fait cet événement. Et on est en pleine phase de recrutement. Donc si jamais certains d'entre vous veulent quitter le confort des grandes entreprises et vivre la jeunesse d'une start-up, voilà, vous pouvez venir nous rejoindre. Merci pour votre attention. Merci. Place aux questions du jury. Qui lance le bal? Thierry. Oui. Juste une question, là, les partenariats dont vous parlez avec les équipementiers, combien de temps ça va vous prendre et qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? Alors, les équipementiers, c'est les fabricants de machines, donc les fabricants d'imprimantes. Il y a deux grandes catégories d'imprimantes. Les imprimantes open source, donc là, on a le code, on est capable de se connecter à la machine, on extrait les infos. Et maintenant, ce dont on a besoin pour les imprimantes industrielles, c'est d'avoir en gros l'API qui permettent de se connecter à la machine, d'envoyer les informations, les pousser directement dedans, et ensuite d'extraire les données qui en reviennent. Et à plus long terme, ce serait d'être capable de négocier suffisamment loin avec eux pour pouvoir mettre un module qui est software ou hardware dans la machine pour vraiment assurer une sécurité maximale. Donc ça, c'est le type de partenariat. On est en train de négocier plus précisément avec 3 d'entre eux. Dans le monde, il y en a peut-être 7 ou 8 qui sont vraiment gros. Ce qu'on fait, c'est que pour choisir ceux avec lesquels on travaille, c'est qu'on a suivi nos premiers clients, qui sont Airbus, qui sont les donneurs d'ordre de l'aéro. Ils travaillent avec 2-3 marques principales. On est allé les voir. On a eu des accords de principe et maintenant, on est en train de travailler sur l'intégration claire de 2 d'entre eux. Thierry, PIS. Oui, ce marché de l'imprimante 3D depuis 3 ou 4 ans est vu comme un marché très important, mais finalement, est-ce qu'il décolle aussi vite que ça? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus sur la taille et la dynamique de ce marché? Parce que le sentiment qu'on a pour des béotiens, c'est que finalement, on en parle beaucoup, mais est-ce que ça démarre vraiment? Alors, si on en parle côté grand public, il y a une courbe de la Hype Cycle de Gartner qui l'a bien montré. Au niveau grand public, c'est clairement une bulle. Tout le monde se dit, c'est génial, je vais avoir une imprimante à la maison, Darty en vend, la Fnac en vend, et je vais être capable d'imprimer demain ma pièce. Nous, on a une imprimante 3D au bureau. On s'est amusé 2 semaines dessus à faire des tours Eiffel, des petits gadgets, et depuis, on l'a pu toucher. Donc là, au niveau grand public, non. Au niveau industriel, il y a clairement un énorme avantage. Il y a plein d'avantages. Là, ça commence par l'aéro. L'aéro, pourquoi? C'est parce que c'est des séries qui sont plutôt limitées. Ça permet d'optimiser les pièces, parce qu'au lieu avant, on avait un bloc de métal, on faisait du deductive manufacturing, alors que maintenant, on ajoute de la matière. Donc, pourquoi pas optimiser la pièce, mettre la matière seulement là où elle est nécessaire, ce qui donne des pièces plus résistantes, plus légères. Donc, dans l'aéronautique, c'est vraiment bien. Un exemple concret, chez Airbus, dans la 350, il y aura déjà, sur chaque avion qui sort des chaînes de production, 300 pièces imprimées en 3D. Donc, ce qui est assez impressionnant. Ça monte et ça va doubler, c'est en pleine croissance. Donc là, c'est des pièces plastiques. Il y a de plus en plus de travail sur des pièces qui sont de plus en plus critiques, de plus en plus structurelles. Et après, au niveau des pièces métal, quand on regarde Safran, quand on regarde GE, ils ont fait les injecteurs de certains moteurs, des pièces métalliques, en impression 3D, parce que ça permettait, au lieu de faire 20 petites pièces qu'on assemblait, la faire en un seul bloc et avoir un design à l'intérieur qui soit beaucoup plus efficace pour les flux de carburant. Donc là, c'est des secteurs où il y a vraiment un énorme avantage. Et après, il y a aussi pour tout ce qui est pièces détachées, tous les avions qui sont plus en production. Vous avez une vieille Porsche de collection, une vieille Ford de collection, peu importe. Vous êtes capable demain d'imprimer votre pièce sans avoir à chercher un fournisseur qui de toute façon n'existe plus forcément.
J'aime beaucoup votre solution parce qu'en fait, elle permet potentiellement au RSSI d'arriver avec une solution métier pour garantir plus de sécurité vraiment au cœur de son activité. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de secteurs d'activité comme vous le mentionniez. Là, vous parlez de POC. Concrètement, demain, je veux faire un POC. Combien de temps ça prend? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme système chez moi pour faire marcher tout ça? Alors, si vous voulez faire un POC, déjà, ce qui simplifiera grandement les choses, c'est si vous travaillez déjà avec des machines qu'on a intégrées, avec lesquelles on sait fonctionner. Sinon, de toute façon, nous, on planifie de travailler d'ici... On est encore une start-up, donc d'ici 12-18 mois, on sera capable d'intégrer toutes les imprimantes. Mais demain, donc si en septembre vous arrivez, vous nous dites je veux un POC, ce qu'il nous faut, on a deux business models. C'est une question que j'ai pas évoquée d'ailleurs. C'est soit un modèle de licence, c'est-à-dire on vise des clients B2B, donc c'est assez lourd, donc ce sera une licence annuelle qu'on met en place. Ou sinon, il y a aussi un modèle de Software as a Service, SaaS. Donc si c'est un modèle de SaaS, c'est assez simple. Vos fichiers, on va les mettre sur des serveurs sécurisés. On peut faire appel à des sociétés comme Thales, qui ont des serveurs qui gèrent très bien au niveau sécurité. Et après, c'est l'infrastructure qu'on met vers les print shops, qu'on connaît. Et ça peut être assez rapide. En 4 à 6 semaines, on est capable de développer ça et de s'intégrer chez vous. Très bien. Johan? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de print shops justement qui existent et qui potentiellement sont labellisés par vous directement aujourd'hui et peut-être dans 12-18 mois? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de print shops qui sont en train de se créer. Peu sont en train de fonctionner avec des grands groupes comme Airbus ou comme Boeing, vraiment beaucoup de certifications. Mais là, c'est tout l'intérêt de notre système. Si au lieu de se dire il faut à chaque fois recertifier chaque print shop, refaire toutes ces étapes, nous, notre système permettra de dupliquer un process d'impression vers n'importe quel print shop. Donc évidemment, il y aura des print shops qu'on appelle partenaires, qui seront avec chaque grand groupe, demain qui travailleront très proche avec Peugeot, avec Renault, parce qu'ils ont la connaissance machine. Donc là, il y aura un co-développement pour avoir la pièce la mieux possible, la meilleure possible, le fichier le meilleur possible. Mais ensuite, une fois que Renault ou Peugeot ont acquis ce fichier et le posséderont, ils seront capables de l'envoyer vers n'importe quel autre print shop qui deviendra du coup automatiquement et pour les quelques heures d'impression un print shop labellisé Renault. Parce qu'on aura tout figé et on dupliquera ce process d'impression. Et simplement avec les logs des machines, des imprimantes 3D, je suis capable, moi, Renault, de valider la qualité de la pièce qui a été imprimée à distance? Alors, nous, on n'a jamais de contact physique avec la pièce. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une impression témoin. Et on va extraire tous les logs, on va extraire toutes les informations qu'on a. Et on va les utiliser comme modèle de référence. Et à partir de ce modèle de référence, derrière, toutes les informations qu'on remontera des impressions qui ont été faites à partir de ce même fichier, ce sera du big data, ce sera du machine learning. Surtout, là, ce sera flagrant sur des pièces métalliques sur lesquelles il y a des scans rayons X pour chaque couche de matière. Donc il peut y avoir 30-40 000 couches. Donc à chaque fois, c'est des informations qui sont très précieuses. On va pouvoir les processer. Et plus on aura d'impression, plus on aura un niveau de fiabilité sur l'analyse des pièces qui sera élevé. Donc là, c'est un vrai challenge. Il y a beaucoup de travail, mais c'est vraiment là où il y a du potentiel. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci. Alors, le prochain de nos 4 chanceux, c'est BID. Alors, BID, vous n'avez pas de traduction en simultané, donc j'espère que vous parlez tous très bien anglais. Thank you. Hello. Good evening. First of all, I apologize because I don't speak French, so I need to bother you with English. Before I start my presentation, I'd like to thank the organization for having me and the panel here. And now let's talk about BID. So BID is, first of all, a Spanish-born startup that now is trying to go international, has an operation already in London, and we would like very much to come to France. And this is why we're here. BID is a mobile identity platform, which means that it's a platform that allows smartphone users to have their legal identity on the phone, and with a legal identity, do a few things. First of all, simply authenticate on any website that requires a high level of security and some legal validation of the person, like for example, banks. And on the other side, to sign easily legal documents or digital transactions from their mobile phone. Our market is basically right now focused on banks, so in financial services companies,
and local governments, or in general, e-administrations. We have been active in the market for around 18 months, and the company is the corporate spin-off of the leading digital certification authority in Spain. So we were created to solve a very specific problem for our parent company. Our parent company was selling services to many different organizations and governments in Spain, and was customizing the service with every single client. So at some point they decided to create a separate entity and build a product that was replicable and scalable, and potentially they could be used by different type of organization in different markets. We now have a few customers already live. The most important one is the city of Barcelona, which uses our platform to allow citizens to connect to their digital infrastructure and pay their taxes, or see their citizen folder, see documentation and sign documents directly from their mobile phone. That was phase one of the projects. And now, actually next week, we're gonna enter in phase two. And what phase two is about is opening up the platform not only to the citizens of Barcelona, but to more than 800 different city councils in Catalonia. And so opening up the platform to around 7.5 million citizens in the Catalonia area. What does that mean is that the platform, which is open through a set of RESTful APIs, can be integrated with different identity providers and different identity registry. And so each citizens, if I'm a citizen in Barcelona, but I travel throughout Spain, I can still access different city councils' information, and I can relocate and not having to physically change my details, but have a central point of access to manage all my citizens' details and ID and information that are government related in this case. But what's also very unique right now for us is that this model, at least in Spain, because we're more advanced in that country, is also opening up to businesses. So a lot of businesses and business organizations are now joining the Barcelona project to create an ecosystem where citizens, but also professionals and businesses, can create digital relationships in a trusted way, because the way our technology works, our technology is based on digital certificates, which are not something new. Digital certificates have been around for more than 10 years now. But what's new is that when they were launched 10 years ago, they were absolutely difficult to use and to manage. You needed to have a smart card and connect the smart card to a computer, and nobody was using it. Today, with mobile phones that are always in our pocket and always connected, it's much easier to imagine a different way to manage an identity. So our technology basically provides to anybody that wants to integrate to the Barcelona public registry, or if you want to use in your private corporate, we give you tools to embed our SDKs into your mobile apps. And through your mobile apps, you can allow consumers to, without even knowing, download their digital identity. So the digital certificate that before was absolutely difficult to use, now users don't even know that they have it. It gets downloaded directly into your mobile app, and it allows you to identify yourself with the infrastructure that you want to join. In this case, if it's a bank, I can completely replace the physical devices that today are used for logging in securely into your bank website. So I don't need anymore a PIN generator or a smart card, because the security is already inside my mobile app, and I can connect. I can authenticate with at the touch of a button, digiting a PIN code or using my fingerprint or other biometric capabilities, and I can, most importantly, authorize transactions. Now, the most important use case for us, and where we see the business going moving forward,
is about solving one of the most crucial problems that, for example, banks have today. And for us, that means enabling banks to open up international business, but with the same level of security and compliancy that they have in their local market. And what that means is that today, the massive risk for banks is about digital transactions that are not legally valid and where there's not a legal timestamp that says that transaction was really authorized by that physical person with that passport number that has been validated by my bank. That puts the bank today under a lot of stress for compliance and regulation issues, and we've seen, for example, in the UK, massive banks being charged for hundreds of millions of pounds of fines because their digital identification process and onboarding process for new customers were not strictly compliant to the legal regulation of the European Union, for example. Because we rely on certification authority that are recognized everywhere in Europe, we provide a platform that is common for banks or for government organizations anywhere, and that has the level of validity and compliance with all the European regulations currently in vigor, but also the new ones that are going to be hopefully approved in the next few months. We expect some major changes there. In terms of our business model is very simple. We are a B2B business. We provide a technology, a platform, and we license it. So if you're a bank, you usually license our technology, install it in-house, and get the SDKs and the support, and pay for monthly license or yearly license that includes support and maintenance. But we also have a partner strategies, and our parent company, for example, use our technology in a cloud environment, providing SaaS services to smaller organizations. So if you're a small business that don't want to install a massive infrastructure in-house, you can still register to a cloud-based solution, pay just a few €100 a month of license, and still make sure that your employee or customers and so on have the same level of security and validation through our technology that you couldn't afford to have developed in-house. The market. Well, the market, as I said, because it starts from the concept of digital certifications and so on, is not a new market. And there are quite a few competitors out there. But the market is also quite fragmented. Now, on one side, that is really good because it means that we don't need to validate that there's a market opportunity. The market opportunity is there. But the fact that it's very fragmented, it means there are today not really big market leaders. The way in which our technology differentiates right now is the fact that we are completely hardware independent. So some of our biggest competitors are connected to telco operators or SIM-based solutions, while we are fully software-based and are not linked to any physical restrictions out there, which gives us an edge in that sense and more flexibility to approach different kind of market segments. And I think I'm done, so I'm open to questions. Thank you. Alors, I'll start with the first question. Can you give us a little bit more practical details on about the onboarding process? If I am my bank or my company is one of your customer and I want to onboard the system, what do I need to do? Well, that's a very good question, and there's not one straight answer to that question. So, which means that usually the onboarding mechanism depends on the type of restriction that you as an organization have. For example, in the case of Barcelona, which is a local government, the restriction for the onboarding is the process for the onboarding is very strict, and they require the to release digital certificates that are basically personated. So they have physical offices to which citizens go with their ID, their passport or their national ID number. They get verified, and at that point, the officer gives them a unique code. With the unique code, they download the Barcelona mobile ID app, enter that code, and that code
enables them to download the digital certificate seamlessly and to connect from that moment on to the system. Now that is a process that is quite simple, but it's also expensive because you need physical offices, training personnel, and so on. If you are a private organization and you don't have that level of compliance in place, you can decide to do online onboarding. So there are organizations that use plugins for facial recognition, or you can use a Skype video call for the first time that you log in. But the moment that you get personated, you get the access to the system. And again, that is very strict. If you don't have that level of security, not security, because security is always there. If you don't need the level of compliancy, you can also imagine to have auto-generated certificates. So you don't have to have certificates that are legally valid. And in that case, the onboarding can be a normal mobile sign-up journey that you have in your mobile app. So it really depends on the application. Thank you. Have you received some certification coming from a local authority in Spain? And do you have some discussion with some customer outside Spain today? Yes. So right now in Spain we have the biggest market right now. It's not only Barcelona. We also work with Santander and small organizations. Right now we're discussing a couple of opportunities in the UK. We see, of course, well, UK is still in Europe for at least maybe a week. We'll see what happens in a week time. But right now we see a lot of interest from the European community countries, where certification authorities are a reality that is not new and is more and more requested. But we cannot disclose. We're not at a point that we're launching anytime soon a customer in the UK, for example. Thierry et Jérôme. Yes. I'm wondering if you are trying to make partnership with large software vendor for the corporate application. For example, Salesforce, SAP, or whatever, which will use your solution in order to authenticate user to the application. That's a great question, and in this case, the answer is very simple, and it's yes. Right now, we're a small company, and the market is huge. So what we believe is that, first of all, we need to prove ourselves that we know how to sell our technology, because once we've done that, and we've done that already, it's easy to have relationship with partners that allow us to scale. Right now, we already have relationship with some very important system integrators. We are really focusing on smart cities and finance, which means that also the system integrator that we select are very big players in that space. We've signed agreements with companies like Indra, and we have signed an initial agreement with a big French system integrator that I'm still not at liberty to disclose, but hopefully I'm going to be disclosing soon. And when we select operators, we're not looking at creating partnership with 10 or 20 operators. We're looking right now at 3 to 5 key partnerships with big players in finance, fintech, and smart city and governments. Jérôme. You were talking about the old way of doing, certificates, putting them on cards with chip and so on. At the beginning, that was done because there is also additional security with the card, like the physical security. And then, if I understood well, your solution is relying on mobile, and we know there are a lot of threats targeting the mobiles today. How do you address these threats that target the mobile environment? Well, you're perfectly right. So today, by law, physical devices like smart cards or centralized or protected systems have the highest level of certification. So when you think about digital certificates, you know that you have different levels of certifications. You have simple certifications, you have advanced, you have qualified. The qualified certificates are the ones that you have in your smart card. Today, by law, mobile phones are not considered to be secure devices, although it's just a matter of regulations. Because software side, you can still protect your digital certificate inside the application. What we do is
what we do is we don't rely on operating systems basic security. For example, in iOS, we don't rely on the keychain, which has proven to be not really secure, but we have developed our own level of encryption inside the applications. And because we work with finance, we had to go through some banks in multiple countries asked us to go through independent security checks with external firms that they recommended, and we passed those security tests so far. We are positioning our solution not for the qualified type of market, but for the advanced certification, although we could replace the mobile side certification with a centralized approach very easily for qualified reasons. If we can connect quite easily with the trust provider or the registry of identities, what is your unfair advantage within the market if anybody could launch this service? Well, first of all, what we believe is that we have a trust provider in-house. So we are a certification authority, which means that we are very agile and we help our customers setting up even the certification authority. For example, Santander Bank has their own certification authority in-house, which is us. And they release digital certifications to their customer through us. That gives us an advantage in terms of negotiation power with company and pricing. But pricing is never a very good competitive advantage, as you know, in this case. We believe that the solution is interesting because the combination of having the certification side, so potentially the KYC, plus the technology provider that is the conduit of the identity, is what makes us in a better position. We position us better against the competition that can only provide technology, or one side or the other of the equation. That's the core of our, for example, international strategy. Thank you. Alors, peut-être pour ceux d'entre vous dont les cours d'anglais remontent à quelque temps, je vais résumer brièvement la solution. En fait, BID a réussi à créer une PKI virtuelle, dématérialisée, comment on peut appeler ça ? En tout cas, une PKI généraliste, générique, dont le certificat est embarqué sur le téléphone mobile. Alors, et comme Jérôme le faisait remarquer, le téléphone mobile n'est pas une carte à puce, et donc la réponse de BID était qu'il se place juste en dessous de ce niveau-là, avec la possibilité évidemment d'accepter ultérieurement des certificats qualifiés. Donc en tout cas, il s'agit d'une PKI générique dans lequel on peut embarquer un certificat numérique, un vrai, d'autorité de certification connue, et de se servir de ce téléphone sur de l'enrôlement en face à face par exemple, ou en ligne, pour ensuite utiliser des services. Alors le cas d'école de BID aujourd'hui, ce sont des services de collectivité publique en Espagne où l'on peut payer ses amendes, on peut récupérer sa voiture à la fourrière, on peut faire beaucoup d'échanges avec la collectivité grâce à ce système. Voilà, c'était la petite parenthèse franco-française. On accueille le prochain de nos candidats. CryptoSense, hop, un micro, vous avez l'heure ici, 10 minutes, merci. Et c'est parti. Merci. Donc là, je suis anglais, mais je vais parler français avec un accent anglais pour vous embêter encore plus que voilà. Merci. Donc, CryptoSense. Jusqu'à il y a quelques années, on croyait tous un mythe de la cryptographie comme le point fort de nos systèmes, le point pour lequel il ne fallait pas se préoccuper. Avec les instances de failles de sécurité qu'on a vues dans les dernières 2-3 années, comme Heartbleed et Logjam et Freak et tous les autres et ses amis, on a vu qu'en fait, la cryptographie, c'est un point critique et un point fragile de nos systèmes. C'est-à-dire que si on a le moindre petit point de configuration qui n'est pas bonne, on perd toute la sécurité qu'on pensait avoir. Le but du logiciel CryptoSense, c'est d'aider à une équipe de sécurité, premièrement, d'avoir une visibilité sur toute l'utilisation de cryptographie
dans ses réseaux, dans son infrastructure, dans ses applications, dans ses pièces de matériel. Et puis, de trouver des failles de sécurité dans la cryptographie. Et attention, ce n'est pas le but de juste trouver un heartbleed, trouver quelque chose dont on a déjà connaissance. L'opération de notre logiciel, le point innovant, repose sur le fait qu'on a des moteurs d'analyse logique qui ont codifié les règles de bonne utilisation de la cryptographie et qui sont capables de trouver des failles comme Freak, comme LockJam, etc., dans un contexte complètement différent, dans une nouvelle application, dans un point d'infrastructure, dans une pièce de matériel. Donc, l'innovation, je vais expliquer les deux points qui sont vraiment innovateurs de tout ça. Le premier point, c'est la visibilité. Comment avoir la visibilité sur l'utilisation de cryptographie par une application? Donc, on ne va pas analyser le code source, ni comme une analyse statique, ni analyser l'application pendant sa tourne par ses interfaces web, comme une analyse dynamique ou à l'exécution. On va plutôt se mettre entre l'application et sa bibliothèque cryptographique, et on va tracer, enregistrer tous les appels faits par l'application à sa bibliothèque et ses réponses. Donc on va mettre ça dans une trace symbolique ou logique, et puis à la fin, on va télécharger cette trace à notre plateforme et faire dérouler nos règles d'analyse qui sont configurables pour la politique de cryptographie que vous avez chez vous. Et puis on va pointer les doigts vers tous les appels qui ont déclenché un de nos règles d'analyse. Donc le deuxième point d'innovation, c'est ces règles. Donc moi, j'ai bossé dans la cryptographie, disons, applicative pour plus de 30 ans. Depuis le point où j'ai voulu écrire mon journal dans une manière chiffrée pour éviter que mon petit frère pouvait le lire. Et à ce point-là, j'ai vu que je pouvais le craquer avec un simple programme sur mon petit ordinateur chez moi. Donc j'ai fait mes études en maths, ma thèse en cryptographie. Pour plus de 10 ans, j'ai bossé dans la recherche. Les derniers 5 ans ici à Paris, chez INRIA. Et ce sont mes algorithmes et les algorithmes de mes collaborateurs qu'on a développés pour trouver des failles de sécurité crypto automatiquement qui sont embarquées dans notre logiciel. Quelques-uns sont brevetés, quelques-uns sont secrets, quelques-uns sont publics dans la recherche académique. Mais on repose sur cette expertise-là et cette cœur d'activité pour être toujours un peu à l'avance par rapport avec les nouvelles failles et les nouvelles découvertes. Le modèle de business, donc on vend cette service en deux modes. En mode SaaS, logiciel comme un service, on peut prendre notre agent de traçage Java, par exemple, faire la trace d'une application Java pendant qu'elle parle avec sa bibliothèque cryptographique, et puis télécharger les traces à notre plateforme pour avoir une analyse. Et puis on paye juste pour l'analyse, on paye normalement pour 2, comme ça on peut avoir une analyse de rémédiation après. Et ça c'est une façon de la commercialiser. Mais si on a un usage intensif de la cryptographie, des dizaines d'applications, peut-être des pièces de matériel, etc., on peut aussi embarquer la solution chez vous. Et là on va juste fournir la machine virtuelle qui contient notre plateforme d'analyse chez vous pour faire autant d'analyses que vous voulez. Nos succès déjà connus, donc on travaille surtout dans le secteur financier. 3 banques parmi les top 5 européennes travaillent avec nous, dont une est représentée sur la scène. On a aussi des clients dans le monde de services d'infrastructure informatique pour les banques, pour permettre à une banque d'échanger des transactions avec une autre. Donc ce sont des organisations qualifiées comme strategically important financial institutions par le gouvernement américain dans les choses qui sont vraiment critiques pour nos infrastructures. Aussi, certains fabricants de matériel cryptographique, des éditeurs de logiciels type PKI, et récemment des agences gouvernementaux qui spécialisent dans la cryptographie. Donc, si je dis qu'on travaille, on a comme clients des agences au Amérique du Nord et ici en Europe, je pense qu'on sait tous de qui je parle. Les concurrents. Donc, le concurrent qu'on trouve le plus souvent chez nos clients, c'est l'analyse du code manuel.
Donc, la majorité de nos clients ont déjà conscience des risques autour de la cryptographie. Et actuellement, ils font un processus où quelqu'un dans l'équipe de sécurité application va se mettre avec le développeur pour demander une explication de l'architecture, le choix de bibliothèque, les protocoles, la config, les lignes de code, etc. etc. Et c'est chronophage. Et c'est difficile à faire sans passer par une petite erreur quelque part. Donc l'avantage de le faire avec notre mode logiciel, c'est l'avantage classique d'automatiser ce type de test. Notre logiciel ne se fatigue pas, il continue de chercher des choses et il fait dans une manière efficace. Et ça permet à nos clients de libérer les experts crypto, qui sont une ressource rare, pour faire quelque chose de plus intéressant et innovateur autour de blockchain ou smart cities, ou quel que soit le projet chez eux. Il existe aussi des outils d'analyse type statique et dynamique, mais pour l'instant, le couverture de cryptographie, il est très très faible. Donc, tous nos clients utilisent déjà ce type de logiciel, mais ce n'est pas le même type de faille qu'on va pouvoir trouver, parce que notre analyse peut, par exemple, voir la qualité des nombres aléatoires, la gestion des clés, la configuration des bibliothèques crypto, qui ne sont pas visibles à ce type de logiciel. Donc voilà, donc je vous invite à aller vers le site web cryptosense.com pour voir un peu plus, et je serai là, évidemment, jusqu'à la fin de la soirée pour en discuter. Merci. Merci. Alors, Jérôme veut parler de crypto. Oui, enfin, je veux dire, les experts crypto qui ont regardé ça chez nous ont été bluffés un peu par la solution et ont vraiment apprécié. La question que j'avais, c'est aussi, là vous disiez, l'avantage, c'est que ça libère de l'expertise pour faire autre chose. Par contre, derrière le produit, justement, comment est-ce qu'il va, quel est le niveau de compétence nécessaire pour pouvoir exploiter les résultats ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est les revues de code, on se retrouve avec des listes à la Prévert de recommandations qui parfois sont complexes. Là, j'imagine que les recommandations sur les systèmes crypto doivent demander quand même un bon niveau d'expertise. Et combien de temps vous voyez justement derrière de travail quand ces recommandations arrivent côté client pour les appliquer ? Oui, ce sont des excellentes questions. Donc, déjà, pour expliquer les résultats, c'est clair qu'un résultat qu'on peut avoir d'une analyse de code statique qui dit attention, vous avez mis une fausse numéro là, il faut mettre un 0, ça c'est facile. On peut avoir des findings, des résultats beaucoup plus subtils. Donc, avec la plateforme web qu'on a, on n'a pas une grande documentation de nos règles d'analyse, mais les règles sont documentées dans l'application web, dans le sens que, par exemple, si on a une instance d'une règle qui dit là, vous avez utilisé une vieille façon de stocker les clés dans votre application Java, soit vous êtes déjà au courant et vous dites ah oui, attention, oui, on va changer ça, soit vous n'êtes pas du tout au courant. Et là, on va avoir un lien sur ce qu'on appelle notre knowledge base. Vous allez cliquer sur ça et aller sur tout un article qui va expliquer pourquoi la vieille façon de stocker des clés dans un Sun Java JKS est pas sécurisée. Et elle essaie d'évaluer les risques. Elle essaie de dire, par exemple, vous pouvez craquer un mot de passe de X chiffres avec une $100 sur Amazon Web Services pour ce type d'attaque. Donc vraiment de donner des détails concrets pour faire l'analyse de risque, pour faire que le cercle entre faire l'analyse, qualifier le risque et décider quoi faire soit le plus court possible. Mais c'est difficile. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on est très conscient de ça comme le point d'entrée pour nos clients, de raccourcir ça. C'est surtout important parce que le RSSI aujourd'hui, il a plein de choses à faire. Et c'est vrai que sa priorité ne va pas aller à regarder en fait des produits de crypto qui bien souvent d'ailleurs ont été certifiés, ont reçu en fait des labellisations. Et donc potentiellement, si on veut regarder ça, on a vraiment besoin d'un service clé en main avec cette expertise qui soit mais complètement délivrée en fait de bout en bout. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un marché pour 80% des RSSI qui n'ont pas à se focaliser particulièrement sur la crypto ? Donc, il y a deux réponses à ça. C'est vrai que les appareils type HSM et autres peuvent être certifiés, mais ce qu'on teste avec notre logiciel R, c'est pas que le boîtier, c'est l'utilisation du boîtier par l'application. Et l'application est souvent faite par un fournisseur ou même in-house. Donc, chacun a ses propres applications qui évoluent avec le temps. C'est ça qu'on va tester, qui fait que le marché est plus intéressant et qu'on peut trouver des failles même si le boîtier elle-même a eu un processus de certification vraiment poussé.
Puis, est-ce qu'on croit que le marché... Oui, on pense qu'on va toujours avoir des clients qui veulent avoir le système chez eux parce qu'ils font beaucoup d'utilisation de cryptographie, d'applications qui changent beaucoup, plein d'applications critiques. Mais il y a toute une autre partie du marché où, oui, effectivement, on n'a pas le temps de faire une analyse poussée de ce type tout le temps. Et c'est pour ça qu'on commercialise en mode SaaS pour ce type de choses. Je pense qu'on va avoir on le voit déjà, une sorte de profil de client comme ça où on a les gens qui l'utilisent beaucoup, et puis plein de gens qui l'utilisent juste de temps en temps. Donc on essaie d'avoir les deux, et pour faire ce deuxième type, notre outil, comme tout ce type d'outil, il y a une configuration à faire, une sélection de politiques, de longueur de clé, blablabla. Ça peut être vraiment détaillé pour des experts, mais on fournit aussi les conseils CryptoSense chaque année, qui sont juste une analyse simple pour le type d'organisation qui n'a pas beaucoup de ressources pour faire ce type de choses. Donc on espère capturer les deux types. Alors, vous avez parlé de Java. Quel autre langage vous supportez ? Très bonne question. Donc, on passe par interface cryptographique. Donc, la version Java est assez mature et disponible en mode SaaS actuellement. On teste aussi l'interface qui s'appelle PKCS 11, qui est l'interface pour les boîtiers HSM et appareils similaires. Et puis, on a des prototypes qui tournent sur Microsoft, sur CNJ, sur CAPI et sur OpenSSL. Donc, il y a plein d'applications qui utilisent OpenSSL comme une sorte de boîte à outils pour la cryptographie. Donc, on a maintenant un traceur qui est en POC avec un fournisseur de portails chiffrés pour permettre aux gens d'intégrer des VPN Amazon avec leur cloud in-house en passant par ce portail. Donc, on est en train de faire un POC avec ça sur OpenSSL. Donc, c'est petit à petit, on va avoir une couverture de tout. Donc, si je vous comprends bien, à titre d'exemple, dans le cadre d'une application que je suis en train de développer, j'utilise OpenSSL pour générer le sel de mes mots de passe avec du PHP. Est-ce que vous pourriez me rendre service là ? Oui, si vous avez OpenSSL, ça va marcher sans que vous avez rien. Sans que vous avez rien. Soit le langage derrière, en fait. Oui, voilà, exactement. Oui, exactement. Ça peut être Java aussi. Ouais. Thierry. Oui, donc c'est pas une question de crypto. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur quelle base vous définissez le prix. C'est-à-dire que j'ai compris que ça pouvait être en SaaS ou dans l'entreprise. C'est quoi ? C'est le nombre d'applications ? C'est l'utilisation ? Ça ressemble un peu à un scanner de vulnérabilité. Un scanner de vulnérabilité, c'est le nombre d'IP ou le nombre de serveurs. Sur quels critères vous définissez le prix ? C'est une excellente question. Donc là, ce qu'on fait, c'est un peu entre ces technologies existantes d'analyse statique ou d'analyse scan de vulnérabilité. Et effectivement, notre pricing, ça tourne avec un nombre d'analyses. Puis on peut avoir un abonnement pour un nombre d'applications pour l'année, pour autant de scans qu'on veut avoir. Et puis on a la sorte de forfait limité sur place. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il n'y a pas un outil qui est vraiment exactement le même, on n'a pas eu une grille de comparaison qu'on aurait pu utiliser. Très bien, merci. Merci. Et voilà, notre dernier candidat. Alors, vous le reconnaissez peut-être. Il était là l'année dernière. Kix. Le jury a trouvé que la solution avait beaucoup évolué. Alors on ne peut pas parler de pivot, mais enfin il y a quand même eu de vrais changements, beaucoup plus focus sur la manière de communiquer et de présenter l'application. Et on a estimé que ça valait peut-être le coup de venir la présenter à nouveau. Merci Jérôme, merci à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici, de parler devant autant de professionnels. Voilà, alors Kix a effectivement beaucoup changé. L'année dernière, je venais avec de la sécurité et cette année, on vient avec en fait du social et de la preuve jusqu'à la blockchain. Donc, il y a eu beaucoup de travail réalisé depuis l'année dernière. Alors, techniquement, Kix, je le vends de manière très enthousiaste en disant que c'est le Slack français. Donc, c'est un outil messager d'entreprise sécurisé, riche et probant. Donc on a une solution qui permet effectivement de créer des channels, de créer des discussions, de chatter sur des documents. Elle est robotisable, elle est extensible, on peut la connecter aux applications métiers, etc. par une API. Donc c'est vraiment un outil qui est destiné à être intégré dans l'entreprise. Et comme ses propriétés de chiffrement permettent de communiquer également avec l'extérieur de l'entreprise, c'est une application qui a vocation également à aller jusqu'à la relation client, probante.
Voilà. Donc, en fait, c'est quand même plus qu'un simple messager, parce que Kix gère les documents, les versions des documents, le chaînage des documents, et crée une espèce de chaîne de blocs de vos documents qui est navigable comme Internet. La solution est également très très sécurisée. Donc, on a un chiffrement de bout en bout. Notre confidentialité peut être revendiquée comme ultime parce que, en dernier ressort, vous pouvez configurer l'application pour que les fichiers chiffrés restent sur vos machines, c'est-à-dire qu'ils passent sur vos disques VPN, etc., NFS, VPN, enfin, comme vous voulez, ou sur votre cloud d'entreprise. Donc, et par ailleurs, depuis l'année dernière, on a introduit aussi la possibilité de protéger son compte avec une clé FIDO. Voilà, donc on a une solution qui protège vos données, les données de l'entreprise de manière extrême, et notre container chiffré est exposé à un challenge de hacking sur Bug Bounty Zone depuis plusieurs mois, et il n'a pas été cassé. Voilà, et il est totalement obfusqué, il ne révèle rien de vous. Voilà, alors pourquoi on est probant également? Tout simplement parce que on est compatible et connecté avec la blockchain Bitcoin, et on permet d'obtenir des preuves d'existence de n'importe quel document. Donc ça a des tas d'applications pour notariser des données qui sont dans l'entreprise. Mais globalement, en commençant à répondre à la deuxième question, Kix repose sur une solution de confiance dans les données qui est brevetée et qui permet en fait de créer ce réseau de fichiers qui sont connectés entre eux et qui sont démontrés comme intègres en permanence. C'est-à-dire qu'on ne manipule que des données certifiées intègres avec Kix. Et sur cette base de confiance, on est capable de déployer sans infrastructure une stack complète d'applications de collaboration. Pourquoi sans infrastructure? Tout simplement parce que par les propriétés de notre solution, 2 personnes à distance savent qu'elles voient le même document. Comme elles savent qu'elles voient le même document, ça peut être aussi 2 programmes, et donc on peut automatiser des traitements aussi complexes qu'on veut sur la base de données qui sont fiables. Voilà. De même, le fait d'équiper les fichiers de manière autoportée comme on le fait permet de les équiper de clés publiques elliptiques, et donc de permettre de faire en sorte que les fichiers portent des signatures et que ces signatures puissent être vérifiées quand on trouve le document, y compris sur un site internet lié à Bitcoin, puisqu'on utilise des clés Bitcoin pour faire ça. Donc c'est un modèle d'identité numérique qui a été primé l'année dernière à la World Smart Week, un peu après qu'on se soit vu, qui est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas une autorité de certification, mais c'est 2 collègues de travail qui se connaissent, qui sont capables de dire cette clé-là, c'est bien Paul. Voilà, et donc, on est dans une solution qui est beaucoup, beaucoup plus légère. Voilà. Alors, le business model de Kix, c'est un modèle d'abonnement pour les utilisateurs finaux. Donc, l'application est disponible à la location en ligne pour un prix dérisoire de 77 € par mois. Et donc cette version est choisie par des petites sociétés, des startups, des PME qui veulent résoudre des problèmes de gestion de documents et de sécurité des échanges en évitant les problèmes liés à l'utilisation de Dropbox par les collaborateurs ou par le mail. Enfin, bon, vous connaissez tous ça. Voilà. Également, on vend au grand compte, et on vend au grand compte sur des modèles qui sont plus classiques, de licence, maintenance, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on a également des partenaires, distributeurs ou consultants, etc., qui sont capables de fournir des services autour de Kix. Voilà, donc on développe ce partenariat. Les succès. Donc, Kix est en test ou a été testé chez Orange, AXA, BNP Paribas, ça avait été regardé, BNP Paribas Factor à l'époque, je dis ça pour préciser, à Marseille. Une société comme Twitter International avait testé Kix à l'époque. Aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui sont des petits clients. La solution est déployée chez notre tutelle de départ, enfin notre sponsor de départ qui s'appelle la SAT, qui est Société d'accélération de technologie, et on est en contact avec CMA CGM, avec d'autres sociétés, également DocaPost
dans le cadre du programme Start in Post, prépare avec nous une version à destination des COMEX CODIR, puisque une des fonctions de KIX, c'est de servir de data room très simple à utiliser pour le top management des entreprises. Et alors nos concurrents, avec l'ambition de ce projet, nos concurrents, c'est effectivement Slack, c'est effectivement Microsoft, c'est effectivement Google. Moi, je suis dans ce projet pour porter cette ambition-là. On a la solution de collaboration agile la plus protectrice des données des utilisateurs qui existent sur le marché. Et dans le contexte du Safe Harbor qui a été invalidé par la communauté et par la Cour de justice européenne, dans le contexte de toutes les attaques qu'on a vues sur le cloud, y compris même des attaques sur des solutions normalement chiffrées comme WhatsApp, eh bien, on a vraiment une carte à jouer. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, qui veut se lancer? Thierry. Juste en complément, les terminaux qu'on peut utiliser autour de votre solution, c'est quoi? C'est de l'Android. Enfin, est-ce que ça marche dans l'entreprise et en mobilité? Voilà. Et après en mobilité, sur quelle plateforme? Alors, l'application est disponible sur les 3 plateformes Linux, OS X et Windows. Également sur Android. Notamment, l'application Android a quelque chose de magique. Je parlais de blockchain tout à l'heure. On peut prendre des photos et d'un clic obtenir une preuve d'existence de la photo sur Bitcoin. Et donc ça permet par exemple, dans un contexte B2C à venir, par exemple, de faire le tour de sa voiture de location et puis avant de partir, de prendre des photos et d'avoir une preuve de l'état de la carrosserie. Voilà, c'est typiquement ce type d'application. Dans l'industrie, on est en contact avec le monde du maritime que j'évoquais tout à l'heure. Les problèmes sont des problèmes d'assurance. Et donc il y a des dégâts sur les matériaux qui arrivent, et donc on a la possibilité avec cette application de faire ça. Voilà, on est en train de préparer une version sur les 3 plateformes mobiles, iOS. donc Windows et iOS. Voilà, et c'est dans l'été. Jérôme. Vous évoquez le sujet sensible, donc la confidentialité des documents, vous parlez aussi du comité de direction, etc. Un des enjeux là, c'est quelque part de gérer les droits d'accès, gérer les identités des personnes, et gérer aussi tout ce qui est traçabilité de qui a accédé à quoi, quand, etc. Sans infrastructure, sans point central, si j'ai bien compris. Comment vous résolvez cette question? Alors, donc, déjà, dans le principe, l'application va... quand vous partagez un fichier, va partager en mode 1-1, c'est-à-dire que c'est un chiffrement 1-1, peer-to-peer en fait. Et donc, le serveur va voir passer, notre serveur va voir passer une notification de partage. Une notification qui ne contient que des hashes non inversibles, donc qui ne révèle rien des données. Et donc, le serveur est capable de notifier chacun des destinataires qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est vrai lors de toute la vie du document. C'est-à-dire, si quelqu'un le reçoit, l'émetteur est prévenu. Si quelqu'un commence une nouvelle version, l'émetteur est prévenu. Tout le monde est prévenu, en fait, par ce système de notification. Donc, ça repose finalement à chaque fois sur l'utilisateur qui décide à qui il va donner le document. Il n'y a pas de gestion de groupe fermé ou centralisé? Alors, oui et non. La version en ligne actuellement ne fonctionne qu'en liste blanche. Donc, on désigne les destinataires. C'est le modèle de WhatsApp. Voilà, donc, là, on est capable d'assurer un chiffrement ultime parce qu'on peut créer des secrets partagés avec Diffie-Hellman spécialisés pour la connexion. On s'apprête à déployer des channels à la Slack, donc du microblogging, on va dire, d'une certaine manière, des listes ouvertes. Là, on ne peut pas garantir exactement le même niveau de sécurité, puisqu'il faut que les nouveaux entrants puissent se connecter, mais on chiffre quand même ces contenus. C'est-à-dire qu'il y a une phase de modération qui permet au créateur du channel que l'application du créateur du channel automatiquement envoie le secret qui permet de déchiffrer l'intégralité du channel. Alors je me permets de prendre la parole parce que je ne connais pas le test qu'il y a eu avec Factor chez nous. C'était pas un test, c'était une manifestation d'intérêt d'early adopter très très... Je le décris très vite.
il y a des factures, il y a des scanners, de l'OCR, il y a KIX. C'était ça le process. Et après, ça part dans les flux de l'entreprise. C'était ça l'idée. Ok. Voilà. 2 mots sur vos expériences, votre background à l'équipe, et nous expliquer pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure. Alors, donc moi, je suis ingénieur de formation avec une carrière universitaire. Je suis essentiellement universitaire, même si j'avais travaillé dans une start-up au tout début juste après ma thèse d'intelligence artificielle. Et j'ai eu l'idée de KIX. Alors, l'idée de KIX, elle est née d'un travail sur le web sémantique, mais elle est extrêmement simple. Tellement simple que je savais que si je la diffusais, des opérateurs très puissants allaient pouvoir déployer, parce qu'elle a tellement d'applications que des opérateurs allaient pouvoir l'utiliser. Donc, ce que j'ai fait, alors que j'avais milité contre les brevets logiciels longtemps, et que j'avais diffusé de l'open source dans le cadre de l'université, j'ai décidé de le breveter pour que ça puisse créer de l'économie française. Voilà. Donc ça, c'est la motivation. Après, il s'est avéré que je me suis rendu compte assez vite que j'étais le seul à avoir vraiment la vision, et donc pour que le projet qui était soutenu par la SAT puisse être valorisé, il fallait que j'en prenne la tête. Voilà. Avec passion. Et dans le même ordre d'idée, comment vous envisagez le financement du lancement commercial? Parce que là, on est dans une industrie qui est une industrie capitalistique, avec des concurrents qui sont énormes. Comment vous pensez financer tout ça? Alors, on fait de l'accès direct un petit peu, mais ça ne marche pas très bien. Donc, on a lancé une campagne de communication avec un attaché de presse qui travaille assez bien. Donc, peut-être, je ne sais pas, il y en a parmi vous qui avaient entendu parler de KIX dans la presse ou les Internet. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller vers les gens en faisant en sorte qu'ils aient déjà entendu parler de nous ou qu'ils viennent tout seuls. Donc, ça marche assez bien en ce moment. J'avoue, c'est dans l'ADN de KIX, donc on n'a pas triché en parlant de Bitcoin et de blockchain. Vous avez compris que notre solution, techniquement, elle est très très proche de l'idée sous-jacente aux chaînes de blocs. Mais on profite du buzz qu'il y a en ce moment sur ça et de la dynamique blockchain pour toucher des entreprises qu'on aurait peut-être eu plus de mal à toucher. Par exemple, il y a un assureur qui est venu vers nous hier parce qu'il veut un robot d'intermédiation client, un autre assureur qui est venu vers nous parce qu'il voulait de la blockchain et qui finalement regarde avec intérêt le messager sécurisé. Voilà. Très bien. Plus de questions? Merci beaucoup. Merci. Quel est, parmi les 4 candidats que vous avez vus passer, quel est celui qui vous a séduit? La question est simple. La réponse peut être plus compliquée. Ils sont tous très bien. Et surtout, votre choix a de l'importance parce que celui que vous allez désigner sera le vainqueur du prix, de la mention du public. Et cette mention du public a une valeur incroyable pour une petite start-up. Pouvoir communiquer, pouvoir expliquer que l'on a reçu cette mention de la part d'un public aussi expert que celui-ci ce soir, ça a une valeur de communication énorme. Donc, ce n'est pas un jeu à prendre à la légère. On ne zappe pas et on vote en toute connaissance de cause. Ah, voilà. 3D Trust, bravo. Très bien. Venez. Ce n'est pas le moment d'être timide. Tenez, vous avez un micro chacun et ça, c'est un luxe. Parfait. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, j'allais dire heureux. Bah forcément, merci beaucoup pour ce prix. C'est sympa, ça montre la reconnaissance et je veux dire que c'est un sujet qui est porteur pour vous. Donc, merci. Alors, c'est pas pour vous donner de faux espoirs, mais l'année dernière, le gagnant avait eu à la fois la mention du public et avait reçu le prix. Donc, tout n'est pas terminé pour autant. D'accord, bon, espérons. D'ailleurs, pour la petite histoire, on est en train de lever des fonds là actuellement et c'est les investisseurs de Centrio qui vont monter au capital. Et pendant notre due diligence, donc pendant l'analyse qui a été faite de notre startup pour voir si on valait le coup, c'est Laurent Zerman, donc un des dirigeants de Centrio, qui a participé, qui est venu nous analyser. Donc, espérons que l'année prochaine, on soit sur scène et qu'on puisse dire qu'on a analysé la future start-up qui gagnera le prix du public. Et en tout cas, rien n'est perdu évidemment pour les autres, puisque le prix est toujours ouvert. Le résultat, on le voit, c'est le 24 juin.
Donc d'ici le 24 juin, tout est possible.